Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la Kia EV6, restylée et améliorée. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. La Kia EV6, elle est sortie en 2021, elle a été élue voiture de l'année en 2022 et elle s'est déjà écoulée à plus de 210 000 exemplaires. C'est donc un succès que Kia a décidé de prolonger en lui offrant un petit restylage qui n'est pas qu'esthétique. En plus des retouches esthétiques, la Kia EV6 peut compter sur une autonomie en hausse, de nouvelles batteries et également une puissance de recharge plus élevée, en plus de nouveaux équipements qui font leur apparition, comme Apple CarPlay sans fil par exemple. Alors ainsi rafraîchie, la Kia EV6 est-elle toujours dans la course face à une concurrence de plus en plus fournie? Quels sont ses atouts mais également ses inévitables défauts? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien, dans la vraie vie et pas dans un trajet imposé au soleil dans des conditions idéales. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Un petit abonnement, ça ne coûte rien, c'est un petit clic et ça permet de bien faire grandir la chaîne, de vous proposer des essais toujours plus électrisants. Donc merci à vous qui vous êtes abonnés ou qui allez vous abonner là tout de suite. Le prochain essai, justement, on reste chez Kia avec le petit frère de cette Kia EV6. Ce sera la semaine prochaine. D'abord le premier trajet dans quelques jours et puis le grand essai électrisant dans une semaine environ du SUV compact Kia EV3 dont on dit beaucoup de bien en ce moment au niveau de son autonomie qui atteint des records mais pas que. Il y a pas mal de qualités mais il y aura forcément des défauts également. Rendez-vous donc dans quelques jours sur Charging Station pour découvrir ce grand essai électrisant. Je sais que ça vous intéresse parce que vous avez été très nombreux, des dizaines de milliers à visionner la première vidéo autour de ce Kia EV3. C'était il y a quelques mois dans les studios de Kia. Là ce sera l'essai dans la vraie vie avec un résultat qui est toujours implacable. C'est là qu'on voit les qualités mais également les défauts dans les vraies conditions du quotidien. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. On va jeter un coup d'œil du côté de cette Kia EV6 restylée. Extérieurement, sur cette version restylée de la Kia EV6, les retouches concernent principalement l'arrière, mais surtout l'avant, avec une signature lumineuse modernisée. Le contraste avec l'ancienne version est d'ailleurs saisissant, et la finition GT Line adopte par ailleurs des faces avant et arrière légèrement différentes, logiquement plus agressives, ainsi qu'une signature lumineuse spécifique. Au niveau des blocs optiques principaux, la finition GT Line ayant droit au phare matriciel et à un bandeau lumineux entre les phares. De côté, on remarque les finitions chromées qu'on va retrouver sur les finitions Business et Business Plus avec des passages de roues noirs brillants. Sur la GT Line, les inserts seront noirs et les passages de roues de la couleur de la carrosserie. Les jantes sont des jantes de 19 pouces, de série sur toutes les finitions, histoire de proposer la meilleure autonomie possible. Attention, dès que vous choisirez des jantes de 20 pouces en option, sur les 2 finitions supérieures, eh bien l'autonomie théorique sera revue à la baisse. J'y reviens dans un instant. Concernant les dimensions, elles n'ont pas franchement évolué, très logiquement par rapport à la phase 1 de la Kia EV6. La longueur 4,70 m, la largeur 1,88 m sur les 2 finitions inférieures. Ce sera un petit centimètre de plus, 1,89 m sur la finition supérieure GT Line. La hauteur 1,55 m et l'empattement, ça c'est intéressant. L'empattement c'est 2,90 m, c'est gigantesque. L'empattement c'est la distance entre les roues arrière et les roues avant et de l'empattement dépend l'espace à l'intérieur et notamment aux places arrière qu'on visitera dans les prochaines minutes. Alors 2,90 m c'est gigantesque et c'est grâce à la plateforme eGMP développée par le groupe Hyundai auquel appartient la marque Kia et qui va permettre de repousser les roues aux 4 coins, d'avoir des voitures conçues exclusivement pour accueillir une motorisation électrique et donc forcément on repousse les roues, on réduit les porte-à-faux à l'avant et à l'arrière et on maximise l'espace intérieur. C'est ce qu'on a donc dans cette voiture. Je le disais en introduction, les modifications sur cette version
restylées de la Kia EV6, elles sont loin de n'être qu'esthétiques avec l'adoption de nouvelles batteries et puis également une puissance de recharge en hausse. On parlera de la recharge dans un instant. Concernant les versions disponibles, elles sont au nombre de 3. Dans tous les cas, on aura toujours des moteurs synchrones à aimant permanent. 3 versions donc. En entrée de gamme, on aura une version de 125 kW de puissance, c'est-à-dire 170 chevaux, qui promet un 0 à 100 réalisé en 8 secondes et 7 dixièmes et un couple de 350 Nm. En milieu de gamme, c'est la version essayée cette semaine, on aura toujours un seul moteur synchrone à aimant permanent, moteur d'ailleurs situé à l'arrière sur les versions à 2 roues motrices, ce sont des propulsions. Le couple, il est toujours de 350 Nm, mais la puissance, elle est en hausse évidemment. On parle de 169 kW, c'est-à-dire 229 chevaux. Le 0 à 100, eh bien, il prend 1 seconde de moins, 7 secondes et 7 dixièmes. Et puis la version supérieure, c'est la version à 4 roues motrices. On ajoute donc un moteur synchrone à aimant permanent à l'avant pour obtenir les 4 roues motrices. La puissance, elle grimpe 239 kW, c'est-à-dire 325 chevaux. Le couple explose 605 Nm et le 0 à 100 est abattu en 5 secondes et 3 dixièmes. Notez que la vitesse est limitée électroniquement. Alors, pas exactement à la même vitesse selon les versions. Sur les 2 versions d'entrée de gamme, les versions à 2 roues motrices, eh bien on sera sur 186 km/h. Ce sera 2 petits km/h de plus sur la version à 4 roues motrices, 188 km/h. Du côté des batteries, il y a du changement, alors pas au niveau de leur disposition. La batterie haute tension, elle se situe toujours sous le plancher entre les 4 roues, pas non plus au niveau de la chimie, ce sont toujours des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, mais bien au niveau des capacités qui sont en augmentation, ce qui permet évidemment d'obtenir des autonomies supérieures. La version autonomie standard en entrée de gamme voit sa capacité passer de 58 à 62,9 kWh utile, ce qui lui permet de proposer une autonomie en hausse jusqu'à 428 km. Les 2 versions supérieures gagnent 7 kWh de capacité de batterie, passant de 77,4 à 84 kWh pour une autonomie de 582 km sur la version de milieu de gamme à 2 roues motrices et de 546 km sur la version haut de gamme à 4 roues motrices. Alors attention, ces autonomies sont obtenues avec les jantes de 19 pouces de série. Si vous optez pour des jantes de 20 pouces optionnelles, comme c'est le cas sur cette voiture d'essai, eh bien l'autonomie va, comme sur toutes les voitures électriques équipées de jantes plus importantes, eh bien fondre comme neige au soleil. Alors dans quelle proportion? Eh bien l'autonomie sur cette version intermédiaire chute de 22 km, passant de 582 à 560 km en WLTP, donc en théorie. Et puis sur la version à 4 roues motrices, eh bien là ce sera 24 km de moins, passant de 546 à 522 km. Comme à chaque fois, look ou autonomie, il faut choisir. Une bonne nouvelle pour terminer, en tout cas si vous optez pour la version intermédiaire ou la version supérieure, la pompe à chaleur y est de série. Par contre, si vous optez pour la version d'entrée de gamme, eh bien là ce sera en option dans un pack, le pack EVTech, qui en Belgique est facturé 1 500 €. Pour recharger la batterie haute tension, ça se passe à l'arrière du côté droit et quand on ouvre la trappe, une trappe qui est motorisée, était-ce vraiment nécessaire? Pas vraiment, eh bien on voit 2 connecteurs. Le connecteur supérieur, c'est le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien. Et donc c'est très bien qu'il soit directement accessible, il n'y a pas de petit cache à retirer. Vous ouvrez, vous branchez et c'est parti. Alors il est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Ça reste la norme aujourd'hui et ça va permettre de recharger à 100% la batterie de cette voiture en 5h50 si vous optez pour la petite batterie, donc la version d'entrée de gamme, ou bien en 7h35 avec la plus grosse batterie, c'est-à-dire la version intermédiaire et la version supérieure à 4 roues motrices. 7h35, 5h50, 7h35 c'est une journée de travail, une nuit de sommeil pour atteindre 100%. Mais vous n'allez pas recharger à 100% au quotidien parce que le constructeur, comme tous les constructeurs de voitures équipées de batteries NMC, eh bien, préfère que vous rechargiez un petit peu moins, histoire de préserver la batterie. On est aux alentours de 80% pour l'utilisation au quotidien, avec de temps en temps une recharge à 100%, bien sûr. 80% de capacité de batterie, donc forcément ce sera un petit peu moins long au niveau des temps de recharge, en tout cas pour la recharge du quotidien. Alors au niveau du courant alternatif, ça c'est fait. Courant continu maintenant. Donc ça c'est le courant que vous allez trouver au superchargeur le long des autoroutes sur les grosses bornes de recharge qui va permettre une recharge ultra rapide. Pour recharger sur le courant continu,
Là, on tire le petit cache et on obtient le connecteur combo CCS et vous allez pouvoir alimenter beaucoup plus rapidement du coup la batterie de votre voiture pour une recharge super accélérée. Alors c'était 18 minutes auparavant sur la phase 1 de la Kia EV6. Est-ce qu'on a gardé les 18 minutes? Eh bien oui, parce que malgré l'augmentation de la capacité de la batterie, eh bien on a augmenté aussi la puissance de recharge sur le courant continu. On était à 239, 240, on est maintenant à 258 et cette augmentation, eh bien elle va permettre de conserver cette belle valeur de 18 minutes pour récupérer 80% de capacité de batterie pour passer de 10 à 80%. Vous voyez pourquoi je n'aime pas les trappes électriques? Parce que ça se referme quand on ne leur demande pas. Donc 10-80% en 18 minutes, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que dans la vraie vie ça se passe comme ça? Eh bien regardez. La promesse en termes de recharge avec cette voiture et son infrastructure 800 volts, c'est 18 minutes pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. La bonne nouvelle, c'est que je suis arrivé ici avec 10% à ce superchargeur qui délivre 320 kW de puissance. La voiture, elle accepte 258 kW dans cette nouvelle version restylée et améliorée. J'ai activé le préconditionnement de la batterie, donc a priori toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe bien. Et là, ça se passe plutôt bien. Alors là, on est à 12 minutes de recharge, 12 minutes et 25 secondes précisément. La puissance acceptée, elle est pour l'instant de 198 kW. On est monté tout à l'heure jusqu'à 258, qui est la puissance maximale acceptée par cette voiture. Après près de 13 minutes, on est déjà passé de 10 à 63% de capacité de batterie. On a eu un premier palier aux alentours de 200, tout à l'heure 200 kW assez rapidement. Et puis 258 ont été atteints avant de redescendre maintenant aux alentours de 170. Alors 5 minutes pour atteindre 80%, est-ce que ça va être possible? Réponse, dans pas très longtemps. Bon, clairement, 10%, 9% en 3 minutes, ça me paraît un petit peu compliqué. Allez, on va voir. Voilà, on vient de franchir la barre des 18 minutes. Alors, est-ce qu'on est à 80%? Non, pas tout à fait, mais on est vraiment pas loin. Regardez, à 18 minutes, elle était à 77%. On est maintenant passé à 78% avec 30 secondes supplémentaires. Donc, on est vraiment, vraiment pas loin, sachant qu'il fait 10 degrés à l'extérieur. La température de la batterie était optimale, mais à l'extérieur, il fait vraiment très, très froid. Franchement, alors on va aller jusqu'au 80% pour voir exactement combien de temps ça va prendre, mais voilà, on est à 79, donc c'est vraiment dans les toutes dernières, les toutes prochaines secondes que ça va se terminer. 18 minutes 54. Voilà, 10-80% avec cette voiture, c'est assez bluffant, hein. 19 minutes et 15 secondes pour obtenir le 10-80% alors qu'il fait 10 degrés à l'extérieur. Alors ok, le chargeur est un chargeur ultra rapide, la voiture, la température de la batterie était optimisée, mais franchement 19 minutes et 15 secondes à la place des 18 minutes, on va lui pardonner franchement parce que ça ferait rêver certainement plus d'un automobiliste qui a une voiture qui ne recharge certainement pas aussi vite, ceux qui doivent attendre 25, 30, 35 voire 40 minutes pour le même résultat, notamment la voiture qui se trouve juste là. Lui, ça va lui prendre beaucoup plus de temps. Pas du tout une plateforme 800 volts et on est pourtant sur une belle marque allemande qui coûte cette voiture beaucoup plus cher que celle-ci. 10,80 en 18 minutes, non. En 19 minutes 15, oui. Bravo Kia. La Kia EV6, elle est toujours compatible V2L, Vehicle to Load, c'est-à-dire la possibilité, via un adaptateur que vous allez brancher sur le port de recharge, d'alimenter des appareils électriques externes, pratiques, quand vous êtes en vadrouille. C'est dès le deuxième niveau de finition, ce sera en option sur la version d'entrée de gamme. Sachez que c'est le même principe maintenant pour les fonctions V2H et V2G, donc Vehicle to Home et Vehicle to Grid, donc possibilité d'alimenter la maison ou de renvoyer de l'électricité vers le réseau électrique. C'est compatible également comme le SUV Kia EV3 qu'on essaiera la semaine prochaine et le EV9 qu'on a déjà essayé. Tout ça sera activé via des mises à jour ultérieurement, mais la voiture est prête pour ses nouvelles fonctions. Donc tout ça, c'est 2 séries sur les 2 niveaux de finition supérieurs et donc en option en entrée de gamme, compris dans le pack EV-Tech dont je vous parlais tout à l'heure, pack qui comprend aussi la pompe à chaleur. Notez que la Kia EV6 est également compatible plug and charge, c'est-à-dire le fait d'arriver à un superchargeur, vous branchez et vous n'avez rien à faire d'autre. La voiture s'occupe de la facturation, etc. en lien avec la borne de recharge. Pour autant que vous ayez configuré tout ça, ça se passe via Kia Charge.
Dans la suite de cet essai, je vous emmène à l'avant. On découvrira le tableau de bord revisité, légèrement retravaillé de cette Kia EV6 restylée et améliorée. Je prendrai place à l'arrière, spoil, avec un empattement de 2,90 m. Il y a clairement de la place, ça n'a pas changé. Et puis je vous emmènerai sur la route également et je vous livrerai mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. En attendant, j'ai en main la clé de contact pour ouvrir le haillon qui est électrique à partir du deuxième niveau de finition. Dans ce cas-là, on a même l'ouverture intelligente puisque le fait de simplement se tenir debout derrière la voiture avec la clé dans la poche, c'est pratique si vous avez les mains chargées, et bien le haillon va s'ouvrir comme par magie. Une pression sur la clé de contact, c'est possible également, via le petit bouton également, bien sûr. Alors le volume de chargement, c'est 490 litres avec la banquette arrière fractionnable 60-40 en place, 490 litres et jusqu'à 1290 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. Au niveau des aspects pratiques, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous le voyez, on a ici un couvre-bagages souple à enroulement qu'on peut retirer si on le souhaite évidemment. Au niveau des aspects pratiques, toujours possibilité de rabattre la banquette arrière via les deux petites tirettes qui se trouvent ici. Et puis des petits anneaux d'arrimage. C'est un classique et la possibilité également d'avoir une prise 12 volts ici à gauche, prise 12 volts de type allume-cigare. Le seuil de chargement, il est affleurant par rapport au plancher du coffre. On signale ici qu'on peut charger 60 kg voilà, sur cette partie. Pourquoi? Eh bien parce que cette partie permet de dévoiler un autre espace qui se trouve juste en dessous. On peut retirer cette partie si on le souhaite également et on peut même, en soulevant cette partie, eh bien, avoir encore un espace supplémentaire histoire de ranger des câbles de recharge. Câbles de recharge que vous allez pouvoir également ranger dans le frunk puisqu'il y a un frunk dans cette voiture, un frunk qui n'aura pas la même capacité selon que vous êtes en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices. Si c'est du 4 roues motrices, ce sera un petit frunk de 20 litres seulement. On sera par contre sur 52 litres sur les versions à 2 roues motrices puisque là il y a un seul moteur situé à l'arrière, ça libère donc de la place à l'avant et on a droit donc sur les versions à 2 roues motrices à un frunk nettement plus généreux. Avant de m'installer à l'avant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette Kia EV6, tableau de bord revisité, légèrement revisité, c'est pas la révolution non plus sur ce restylage, eh bien me voici installé sur la banquette arrière, on le disait, 2,90 m d'empattement, ça veut dire qu'on a évidemment pas mal de place. Alors je sais que certains dans les commentaires de la vidéo premier trajet disaient oui c'est bien à l'arrière il y a de la place, mais pas forcément pour mettre les pieds sous le siège avant. Et c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les pieds sous le siège avant, qui est réglé forcément plutôt bas puisqu'il est réglé pour mon 1,90 m et donc forcément je dois le régler en position basse, mais je dirais que comme il y a pas mal de place tout court entre le siège et la banquette arrière, finalement c'est pas très gênant, mais c'est vrai, on peut pas forcément correctement glisser les pieds sous le siège avant si on a quelqu'un de grand installé à l'avant. Donc au niveau des genoux, là par contre c'est complètement royal, il y a énormément de place, d'où l'intérêt si vous avez des grands enfants, des grands adolescents, eh bien d'opter pour une voiture qui a été construite sur une plateforme dédiée au 100% électrique. Vous n'aurez pas ça par exemple avec d'autres voitures qui sont sur des plateformes multi-énergie. Dans ce cas-là, forcément, il y a les contraintes également du thermique et donc on n'a pas autant de place à l'arrière. Donc ici au niveau des genoux, c'est nickel. Au niveau de la tête, c'est pas mal. Alors la banquette arrière, elle est inclinable, le dossier est inclinable. Là, c'est la position complètement couchée, donc il y a vraiment beaucoup de place au niveau de la tête, forcément puisque je suis incliné. Je peux donc redresser ici comme je le souhaite et trouver ma position idéale qui serait pour moi à peu près celle-ci. Et j'ai toujours, je dirais 3 cm au-dessus de la tête, c'est pas mal. Au niveau de la visibilité périphérique, c'est pas mal également. On a déjà un petit aperçu ici de ce qui se passe à l'avant qu'on découvre dans un instant. On a des poches aumônières rigides à l'arrière des sièges avant. On a également alors non pas à l'arrière de la console centrale où il ne se passe absolument rien, mais bien sur les côtés intérieurs des sièges avant, des prises USB-C, et ça c'est très très bien, c'est facilement accessible quand on est à l'arrière avec un appareil électronique, eh bien on n'a pas forcément un très long câble, et le fait d'avoir ces prises directement ici, ça c'est vraiment la bonne idée. Au pied des passagers, et notamment du passager central arrière, on a une vraie prise 220 volts, c'est lié à la fonction V2L de la voiture, on va pouvoir brancher absolument tout ce qu'on veut ici à l'arrière. On est bien installé, on a de la place, on est bien maintenu. Alors évidemment, le petit bémol, c'est comme sur toutes les voitures électriques, en raison de la présence du pack de batterie dans le plancher de la voiture, eh bien on a les pieds relativement hauts et donc les genoux relativement hauts. Pour les personnes qui sont assez grandes comme moi par exemple et mon 1,90 m, ça veut dire qu'on a les genoux un peu hauts.
Voilà, il faut s'habituer et c'est comme ça sur la plupart des voitures électriques. Au niveau de la position centrale, alors on a un plancher qui est parfaitement plat, donc ça veut dire que si vous vous installez sur la position, la place centrale, eh bien forcément vous ne serez pas le mieux installé parce que vous avez forcément dans le dos l'accoudoir central. Il y a d'ailleurs une trappe à ski également, une petite trappe à ski dans le dossier de la banquette arrière de cette voiture. Alors si j'abaisse l'accoudoir central, donc s'il n'y a personne évidemment installé là, eh bien on peut abaisser l'accoudoir qui est tout à fait confortable et qui dispose évidemment de deux porte-gobelets. Pas de toit vitré sur cette voiture, il est disponible en option sur les deux finitions supérieures et il est même ouvrant, mais cette voiture n'en est pas équipée. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de ce qui se passe ici à l'arrière. On est franchement bien installé, si ce n'est le petit bémol des pieds qu'on peut difficilement glisser en dessous s'il y a quelqu'un de grand devant, et le deuxième petit bémol qui est sur toutes les voitures électriques, c'est-à-dire l'angle ici qui n'est pas favorable. Pour le reste, franchement, on est gâté. Bienvenue à bord de cette Kia EV6 restylée et améliorée. Les changements sont bien présents à l'intérieur, même s'ils sont là aussi assez subtils. En grand défenseur du zéro piano black, ce plastique brillant qu'on nous a servi à toutes les sauces ces dernières années en tentant de le faire passer pour un matériau chic, eh bien je ne peux que me réjouir de son quasi-abandon par Kia dans cette version remaniée de la EV6. C'était pour moi rédhibitoire tant il était présent sur ce modèle dans sa version d'origine. Merci Kia. Au rayon des évolutions, l'essentiel n'est sans doute pas la suppression du piano black, mais bien l'intégration du nouveau système d'infodivertissement CCNC de la marque, un système plus performant qui offre de nouvelles fonctionnalités comme, on l'a dit, Apple CarPlay sans fil, mais aussi en vrac la clé digitale, un lecteur d'empreintes pour appeler votre profil de conduite. Vous pouvez également activer manuellement le préconditionnement de la batterie qui s'activera aussi de lui-même quand vous entrerez l'adresse d'un chargeur rapide dans le système de navigation. Concernant les matériaux et les assemblages, on retrouve maintenant plus de matériaux naturels ou recyclés, comme c'est le cas à peu près chez tous les constructeurs, et les assemblages sont toujours réalisés avec beaucoup de soin chez Kia. Rien à dire sur ce point. Le revêtement des sièges, il sera en tissu sur la finition de base Business, en cuir vegan sur les finitions intermédiaires Business Plus, gris ou noir, et en cuir vegan et suède sur le haut de gamme GT Line. On reparlera des sièges tout à l'heure sur la route. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de s'intéresser au nouveau système d'infodivertissement qui a été donc lui aussi remanié, eh bien description de l'intérieur de cette voiture. On va démarrer par la portière conducteur. En partie haute, la poignée d'ouverture et les deux mémoires des sièges électriques. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande, le verrouillage centralisé et la sécurité enfant. Et puis en partie basse, un vide-poche qui n'est pas gigantesque d'ailleurs. Et sous le tableau de bord, plus en avant, la commande d'ouverture du capot, c'est du classique. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage de la hauteur des phares, l'ouverture de la trappe de recharge, l'ouverture-fermeture du haillon, le frein à main électrique et le bouton d'activation-désactivation du contrôle de traction. Le volant, il est à réglage manuel. À gauche, on va retrouver la gestion du régulateur de vitesse adaptatif avec possibilité de définir la distance avec le véhicule qui précède. Là aussi, c'est classique. La gestion du maintien dans la voie de circulation et le pilotage de la partie centrale personnalisable de l'écran instrument. Petite démo dans un instant. À droite, toujours sur le volant, la gestion du téléphone, de la commande vocale, des commandes audio et puis la touche étoile personnalisable. Dans la partie inférieure du volant à gauche, on va également retrouver ce bouton de sélection du mode de conduite. C'est plutôt malin de la part de Kia de l'avoir placé à cet endroit. Très accessible et donc très pratique. On détaillera les modes de conduite tout à l'heure, mais je peux déjà vous dire qu'il n'y en a pas 3 comme sur la plupart des voitures, mais bien 5. 0, 1, 2, 3, iPédale et auto sont les 6 modes de récupération d'énergie ajustables via les palettes derrière le volant. On en reparle sur la route dans la suite. Les commodos, éclairage et clignotant à gauche, essuie-glace à droite, c'est du classique. Derrière le volant, premier écran numérique de 12,3 pouces, l'écran instrument dans la partie centrale est personnalisable. Alors à l'aide des touches sur la partie de gauche du volant, sur la touche ici en partie supérieure, en haut sur le volant. Alors là, on a les aides à la conduite. Si j'appuie encore, on a la pression des pneus. Avec la petite roulette, je peux monter. Ici, les consommations et les données de conduite depuis la réinitialisation. Si je monte encore, après la recharge et trajet actuel. Ensuite,
si je continue à monter, je reviens sur la pression des pneus. J'appuie une nouvelle fois et là, j'ai aucun itinéraire activé. Donc, on a la boussole, mais on a donc normalement les instructions de navigation. Voilà, on va revenir sur les aides à la conduite. Pas d'affichage tête haute dans cette voiture d'essai. Il est réservé à la finition GT Line. Ça, c'est un petit peu dommage. Deuxième écran ensuite de 12,3 pouces dans le prolongement du premier, mais c'est légèrement incurvé et donc tourné vers le conducteur. L'écran central d'infodivertissement, j'y reviens dans un instant. En dessous de l'écran, les feux de détresse entre les aérateurs et puis ensuite un module qui ravira ceux qui sont allergiques au tout à l'écran puisqu'il comprend pas mal d'accès directs. On y retrouve des commandes physiques rotatives aux extrémités, des commandes tactiles fixes à gauche et aussi une partie qui va changer d'aspect en fonction des menus dans lesquels vous vous trouvez. Cette partie, effectivement, c'est quand même un écran. Les boutons physiques vont donc eux aussi changer de fonction selon que vous êtes dans le menu général ou dans le menu chauffage et climatisation. Tout en bas, au pied du tableau de bord, 2 prises USB-C. Mieux vaut d'ailleurs éviter de décider de s'en servir en roulant. Elles sont vraiment très très loin du conducteur. On arrive ensuite sur la console centrale, à l'extrémité de laquelle, en partie inférieure, se trouvent 2 prises. Une USB-C à gauche et une 12 volts de type allume-cigare à droite. Un grand bac de rangement ensuite, toujours le bienvenu. En partie supérieure, partie flottante, on a sur cette voiture d'essai le volant chauffant, les sièges chauffants et ventilés, le tout sur 3 niveaux d'intensité pour les sièges, 2 pour le volant. Notez que seule la finition supérieure GT Line permet la reconnaissance via empreinte digitale pour le démarrage, l'appel du profil, etc. Cette finition permet également d'accéder à la clé numérique Digital Key 2.0. Le bouton de démarrage ensuite, joliment orienté vers le conducteur, le sélecteur de vitesse et puis 3 boutons, les caméras, le auto hold et les capteurs de parking. Entre les sièges, la recharge par induction à gauche et puis 1 ou 2 porte-gobelets à droite. Ce sera un d'office avec un plus grand rangement ou bien 2 et un rangement plus petit si vous choisissez de placer le séparateur. Concernant la recharge par induction, la puissance a été portée à 15 watts et je dois dire que moi qui ai souvent des problèmes avec mon iPhone et pourtant sa coque officielle et des chargeurs par induction qui chauffent plus qu'ils ne rechargent, eh bien ici pas de problème, franchement ça ne chauffe pas et ça charge de manière efficace, c'est donc un très bon point. L'inévitable accoudoir plus en arrière entre les 2 sièges avant et puis le rangement qui les renferme, il est recouvert de feutrine et ça c'est très très bien. La boîte à gants enfin qui est de capacité très correcte, encore un bon point. Petite démonstration des caméras, du système de caméras disponible dans cette voiture. J'appuie sur le petit bouton. Et voilà ce à quoi on a droit. Alors d'abord, ce qui est à noter, c'est qu'à gauche et à droite, on a une zone grisée qui est quasi absente. Donc ça, c'est très très bien. Elle est un petit peu plus présente par contre en partie supérieure et en partie inférieure. Ici, on a la vue vers l'avant. On peut bien sûr avoir la vue vers l'arrière avec le guidage via les lignes. Ici, on va pouvoir se promener autour. Ça, franchement, ça ne sert jamais à grand chose. Mais c'est sympathique. Visuellement, ça le fait. Et puis ici, on a les petits réglages. Voilà. On revient en arrière. Franchement, la définition, elle est tout à fait correcte. Bon, ici, il fait particulièrement sombre aujourd'hui, mais la définition, franchement, est tout à fait correcte. Et je peux vous dire que cette voiture, on en reparlera sur la route, mais n'ayant pas un diamètre de braquage particulièrement court, eh bien, c'est pas mal d'avoir l'assistance visuelle via ce système de caméra à 360 degrés. Alors, malheureusement, il n'est pas de série sur toutes les versions, mais si vous pouvez vous l'offrir ou si votre voiture en est équipée, c'est très chouette. Allez, avant de prendre la route, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Nouveau système mis à jour, le CCNC. Alors le principe, il est toujours le même, des widgets directement accessibles. Là, c'est le menu maison, donc c'est le menu par défaut. On a un widget ici consacré à la navigation, ici la partie audio, ici VE, donc la partie réservée à la propulsion électrique. On peut bien sûr personnaliser tout ça, vous le voyez. Voilà, on peut se promener dans les menus. On va remettre ça à sa place ici. Et puis on peut bien sûr avoir des choses à accès direct comme ici, comme le fait de changer de station ici, ou bien rentrer directement dans les menus, dans la navigation. Alors au niveau de la navigation dans les menus, justement, j'ai trouvé qu'il y avait parfois quelques petites lenteurs, mais rien de rédhibitoire, rien de grave, mais juste le système pourrait être un petit peu plus rapide qu'il ne l'est réellement. C'est ce que j'ai observé durant cette semaine d'essai. Voilà, donc ici partie navigation, on y retournera dans un instant pour simuler un trajet vers Marseille. Je vais revenir vers le menu principal, c'est celui-ci. Alors partie radio ici, partie VE, véhicule électrique, et quand on est dans cette partie, il y a encore pas mal de choses qu'on peut
régler, on peut rentrer dans le statut batterie par exemple, avec pas mal de réglages qui sont disponibles. Je reviens en arrière, on peut régler ici, voir les stations à proximité, les stations de recharge qui sont disponibles à proximité, avec un accès direct, vous le voyez ici aussi. Ici, on peut programmer la recharge sur le courant alternatif en mettant des limites également en termes de niveau de recharge, de pourcentage de recharge, et ce pour la recharge sur le courant continu et la recharge sur le courant alternatif de manière distincte. Ici, la consommation électrique, l'historique de consommation électrique également, et puis vous voyez, et ça c'est parfois très intéressant, ce qui va consommer par exemple. Là en ce moment, je suis à l'arrêt, et donc ce qui consomme le plus évidemment, c'est la climatisation, l'électronique c'est 30% et la conduite c'est 0, puisque là je suis à l'arrêt. C'est pas mal parfois de se rendre compte justement de la consommation d'un véhicule et de la répartition de la consommation selon le fonctionnement, les différents organes qui composent le véhicule. Je reviens en arrière, je peux faire un petit swipe direction d'autres widgets. Ici le widget téléphone, ici Apple CarPlay, on peut accéder directement au réglage ici. Voilà mon téléphone qui se trouve ici. Ensuite, on revient, le mémo vocal, le mode lavage véhicule, la météo, les paramètres, et si on va plus loin, calendrier, sport, mode voiturier, notification et manuel en ligne. Si on va dans les paramètres, là, on aura les paramètres du véhicule, VE, on l'a vu, navigation, audio, les profils utilisateurs, vous m'avez demandé d'en parler également, eh bien c'est disponible dans cette voiture, voilà, c'est actuellement le paramètre invité qui est connecté, mais on peut évidemment changer d'utilisateur et avoir différents utilisateurs, et justement, si vous êtes sur la finition haut de gamme GT Line, eh bien là, vous aurez accès au lecteur d'empreintes, et via le lecteur d'empreintes, vous pouvez rappeler directement votre profil personnel, et ça c'est vraiment sympathique. Ensuite, on a encore en partie supérieure ici la date, l'heure, la connectivité, et puis ici le menu, réorganiser menu, paramètres du profil, et de nouveau le manuel en ligne. Je vais revenir en arrière, toujours avec la petite touche Home ici en dessous, voilà. On revient donc sur ce menu et on rentre dans la navigation. On va évidemment simuler un trajet vers Marseille. Alors là, la batterie est loin d'être chargée à 100%, on est à 25% seulement, mais c'est pas bien grave, hein. Option d'itinéraire, plus rapide ou plus économique. Capacité de batterie, évidemment insuffisante pour aller jusqu'à Marseille. Évidemment, je veux de la recharge. Et la voiture m'indique que les stations de charge disponibles seront mises à jour pendant la conduite. On a donc une navigation connectée. La voiture va au fur et à mesure adapter les arrêts, le nombre d'arrêts, les endroits où la voiture va devoir s'arrêter en fonction tout simplement des stations disponibles. Si une station n'est plus disponible, eh bien elle va peut-être privilégier une autre station, toujours pour optimiser le trajet. Voilà les différents arrêts avant d'arriver à Marseille. On aura tout d'abord Powerland, Unity, Engie et Total Energy. Des arrêts assez courts, hein, 21 minutes, 18 minutes, 22 minutes et 28 minutes. 4 arrêts en sachant que la voiture est là à 25% de batterie. Si on part avec 100%, on va sans doute éliminer un arrêt. On n'aura plus que 3 arrêts pour un trajet vers Marseille de plus de 1000 km, 1011 km exactement. Je trouve ça plutôt confortable. C'est l'avantage de cette plateforme 800 volts. Si vous voulez passer le moins de temps possible au chargeur, il vous faut une plateforme 800 volts. Et c'est le cas donc de cette voiture. C'est l'un de ses gros atouts pour les gros rouleurs, ceux qui roulent vraiment beaucoup, qui régulièrement doivent s'arrêter sur des chargeurs rapides pour combler ce qui manque et pouvoir atteindre éventuellement le domicile, le bureau ou la destination suivante pour boucler la journée. Eh bien, être sur du 800 volts, c'est vrai que ça fait gagner pas mal de temps. Pour ceux qui font très rarement des longs trajets comme celui-ci de 1000 km, ça va pas changer grand-chose. Voilà pour ce qui est de la navigation. On ne va pas la lancer malheureusement. On ne va toujours pas à Marseille aujourd'hui. On va revenir sur l'écran de base. Le voici. Voilà pour la description de ce système d'infodivertissement qui, franchement, cette semaine a donné entière satisfaction. Les 2 points principaux, c'est la navigation connectée, ça fonctionne bien. Apple CarPlay, Android Auto sans fil, ça fonctionne maintenant dans cette voiture. C'est franchement l'idéal. Le tout petit bémol, c'est parfois quelques petites lenteurs. Mais vous voyez, là par exemple, on n'en a pas eu, mais j'en ai eu quelques-unes cette semaine quand le système visiblement était un petit peu plus sollicité. Mais franchement, rien de dramatique, c'est juste le tout petit bémol.
Pour démarrer, petite pression sur le bouton de démarrage. Voilà une manipulation qui aurait largement pu disparaître avec ce restylage. D'autant plus que ce n'est pas la seule chose à faire au démarrage. Si vous aimez la conduite à une pédale, vous tirez une fois vers vous la palette de gauche pour obtenir le mode high pédale. Par défaut, ce sera le niveau 3. Si vous voulez couper les bips de survitesse, vous maintenez le bouton mute à droite sur le volant, enfoncé pendant 2 secondes environ. Et si vous voulez les phares automatiques, eh bien vous poussez le commodo de gauche vers le pare-brise pour démarrer le basculement automatique. Feu de route, feu de croisement, c'est à faire une fois. Et puis pour le reste du trajet, ce sera OK. Pour ce qui est de supprimer les bips, c'est une obligation de le faire si on le souhaite à chaque démarrage, obligation européenne. Et en plus, ici, c'est relativement facile via le volant, donc OK. Par contre, si on pouvait avoir plus de réglages qui restent en mémoire d'un trajet à l'autre, comme l'activation des phares automatiques, et si on le souhaite, le mode high pédale, franchement, ce serait top. Il se pourrait d'ailleurs que cette demande soit entendue prochainement, puisqu'ils y travaillent, m'a-t-on confié chez Kia. Alors, on croise les doigts. À partir du 2e niveau de finition, les sièges sont à réglage électrique avec mémoire pour le conducteur. Toujours à partir de la finition Business Plus en Belgique, ils sont également chauffants à l'avant et à l'arrière. Sur 3 niveaux à l'avant et 2 à l'arrière, on l'a vu. Et puis on l'a vu ventilés également à l'avant sur 3 niveaux. Franchement, le confort, il est très bon. Les possibilités de réglage sont multiples pour, en combinaison avec les réglages proposés par le volant, et bien trouver facilement sa position de conduite idéale. Un mot justement concernant le volant, mais c'est en détail et c'est surtout une question de goût. Moi qui aime les volants épais, j'ai trouvé celui de cette EV6 un petit peu trop mince pour mes grandes mains, sans que ce ne soit rédhibitoire évidemment, hein, c'est un détail et puis c'est en fonction des goûts de chacun. Un mot encore concernant les sièges qui, selon les versions, disposent ou pas, mais c'est le cas dans cette voiture, d'une position lounge que vous pouvez activer via un petit bouton sur le côté du siège, hein, près des boutons de réglage. Ça va permettre de se reposer, d'incliner complètement le siège, c'est pour le conducteur et pour le passager, d'incliner tout ça pour se reposer pendant, par exemple, une session de recharge. Proposer beaucoup d'aides et de réglages, comme c'est le cas de cette voiture suréquipée de série ou en option en fonction des équipements, c'est bien, mais qu'il fonctionne correctement, c'est mieux. Alors est-ce que c'est le cas avec cette voiture? Eh bien je dois vous le dire, globalement la réponse est oui. L'énorme plus apporté par ce restylage, c'est le volant capacitif. Ça change la vie. Alors pourquoi? Eh bien je vais vous l'expliquer. Dans cette voiture, vous pouvez laisser la voiture gérer le centrage sur la voie de circulation, que ce soit en combinaison avec le régulateur de vitesse adaptatif. Dans ce cas-là, la voiture va gérer également la vitesse et la distance par rapport au véhicule qui précède, ou pas, puisqu'il est possible d'avoir le centrage sans forcément activer le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui est très positif et qu'on n'a pas partout. Dans ce cas, vous laissez donc la voiture vous guider tout en gardant les mains sur le volant, puisque c'est une obligation légale et que vous devez pouvoir rectifier le tir en cas de défaillance. Sauf que si la voiture n'est pas équipée d'un volant capacitif, si vous n'êtes pas actif avec le volant, ce qui est normal puisque vous laissez la voiture gérer le centrage, eh bien elle va vous rappeler à l'ordre en vous demandant de remettre les mains sur le volant alors que vous les aurez, parce que tout simplement elle ne vous sentira pas aux commandes, c'est très agaçant. Avec un volant capacitif, le simple fait de poser le bout des doigts sur le volant fait qu'elle sent que vous êtes au volant et donc vous pouvez vous détendre sans être rappelé systématiquement à l'ordre. Donc si vous êtes des adeptes de la conduite assistée, franchement un volant capacitif, ça change la vie. Pour le reste, le régulateur de vitesse fonctionne de manière assez progressive, rien à dire. Les autres systèmes de sécurité et d'assistance fonctionnent bien eux aussi. Et puis, je l'ai dit, hein, il est très facile de couper les bips de survitesse avec une pression longue sur la touche mute ici. Rien à dire. Bon, si ce n'est un petit détail quand même, c'est que 2 fois sur 3, quand on appuie longuement sur la fonction mute ici, eh bien ça active la fonction mute au bout de 2 secondes avant de désactiver les bips 1 seconde plus tard. Il faut donc réappuyer une nouvelle fois sur la touche pour récupérer le son. Encore un petit peu de réglage fin, de fine-tuning à opérer de ce côté, mais on y travaille chez Kia et ça, c'est une bonne chose. Cette version de 229 chevaux, elle propose des relances qui sont déjà franchement dynamiques en mode de conduite normal et qui deviennent franchement vives en mode sport. Le mode Eco, lui, vous permettra d'aller plus loin sur une seule charge en dégradant légèrement les performances. Le mode Snow maximisera la traction sur revêtement glissant et le mode My Drive Mode permettra, comme son nom l'indique, de personnaliser 2 choses. La réaction du moteur avec 3 réglages disponibles et puis celle de la direction avec là 2 réglages disponibles. À l'usage, le V6 se montre très convaincante en conduite
conduite normale. Et en conduite dynamique, là où le maintien latéral des sièges va faire son travail très correctement, eh bien ce ne sera pas une voiture sportive, mais on prend vraiment du plaisir à son volant. Et cette configuration 229 chevaux, propulsion, grosse batterie et donc grande autonomie, c'est pour moi le choix incontournable. Un mot concernant les amortisseurs de suspension à fréquence sélective améliorés qui permettent de mieux filtrer les irrégularités de la route. Eh bien c'est vraiment perceptible sur cette évolution de la EV6. On gagne en confort de conduite tout en ne sacrifiant pas l'aspect dynamique, en gardant à l'esprit évidemment que cette voiture est avant tout une voiture à vocation familiale bien sûr, mais franchement le compromis il est vraiment très très bon. Le silence, il est lui aussi au rendez-vous dans cette voiture. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont très bien maîtrisés, rien à dire, ce qui participe au confort global et pas que pour le conducteur. Si vous optez pour la finition supérieure GT Line, vous profiterez en plus du système sonore Meridian. Et comme il n'est pas disponible sur cette voiture en finition intermédiaire, eh bien impossible de vous dire ce que j'en pense. Cela dit, s'agissant d'un point particulièrement subjectif, le son que l'un apprécie n'est pas forcément le même que celui que votre voisin apprécie, eh bien je vous invite vraiment à aller tester tout ça en concession si ce point est vraiment important pour vous. C'est un conseil d'ailleurs qui est valable pour toutes les voitures. Vous souhaitez tracter une charge avec votre Kia EV6, eh bien si elle est freinée, bonne nouvelle, vous pourrez monter jusqu'à 1800 kg sur les deux versions supérieures. Ça c'est vraiment très très bien. Sur l'entrée de gamme ainsi que sur les trois versions, si la charge n'est pas freinée, là ce sera la norme, 750 kg. 11,6 mètres, c'est le diamètre de braquage revendiqué par cette EV6. Une valeur qui ne fait pas de la maniabilité un atout pour cette voiture. Alors oui, je me suis surpris quelques fois cette semaine à vouloir que ça tourne un peu plus court, mais c'était pas le cas. Cela dit, n'exagérons pas, c'est pas un tank à manœuvrer non plus. La maniabilité, elle est dans la moyenne de la catégorie. C'est pas la pire, mais c'est pas la meilleure non plus. Heureusement d'ailleurs, le système de caméra à 360 degrés, lui, il rend de fiers services au quotidien. Et ça, c'est très appréciable. Je vous le disais tout à l'heure dans la description du tableau de bord, les réglages en matière de récupération d'énergie, ils sont très nombreux. La voiture démarre d'office en niveau 3 de récupération, qui est le plus élevé avant le niveau ultime iPedal, la conduite à une pédale, que vous obtenez en tirant donc une fois de plus la palette de gauche vers vous. Si vous préférez le mode auto qui va moduler la récupération en fonction de ce qui se trouve devant vous, eh bien là vous devrez maintenir la palette de droite tirée vers vous à peu près pendant 2 secondes. C'est un mode dans lequel vous pourrez encore régler comment le système va réagir plus ou moins dynamiquement, un mode qui va convenir à certains, mais personnellement, il y a trop de circonstances dans lesquelles le système ne va pas réagir correctement comme il devrait, parce qu'il ne va pas anticiper ce que le conducteur a en tête, il ne peut pas le savoir. Il y a trop de circonstances où il ne va pas pouvoir donc anticiper et donc où il ne réagira pas à bon escient, pour que je le préfère au iPedal. Pour moi, le iPedal, ça reste le mode à privilégier, un mode qui conviendra à certains qui n'aiment pas les systèmes qui sont trop mordants au lever de pied de l'accélérateur, le fait que la voiture plonge quand on lève le pied brutalement. Je sais que certains n'apprécient pas ça, même si selon moi c'est une question d'habitude. Faut s'habituer à gérer au millimètre près tant l'accélération que la décélération, le ralentissement avec simplement la pédale de droite. Moi franchement c'est le contraire, j'aurais préféré que le système soit un peu plus réactif encore et plus mordant dans cette voiture, histoire de gommer encore quelques recours qui seront inévitables à la pédale de frein en usage du quotidien. Du coup j'ai hâte d'essayer le système iPedal 3.0 dans le petit SUV Kia EV3. Là c'est un tout nouveau véhicule, j'ai hâte de partager tout ça avec vous, donc restez bien sur Charging Station et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette histoire d'être prévenu dès que ça sort. Ça arrive vraiment dans quelques jours. Comme sur la finition d'entrée de gamme, cette finition intermédiaire, elle n'a pas droit au phare dual LED adaptatif. C'est réservé à la finition supérieure GT Line. Dommage. Il va donc falloir se contenter ici de phare LED à allumage et basculement automatique des feux de route aux feux de croisement. Je vous le disais tout à l'heure, le réglage automatique du basculement, il ne reste pas en mémoire. Il faut donc l'activer à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Dommage également. C'est pas dramatique, mais ça fait partie des petites choses qui, mises bout à bout, viennent donner un petit coup de canif quand même dans l'agrément général d'utilisation. Franchement, un petit peu de fine-tuning, je le disais, de réglage fin supplémentaire serait le bienvenu. Sinon, concernant l'éclairage, ça fonctionne plutôt bien. Voilà ce que ça donne dans l'obscurité. Le basculement se fait aussi sans fausse note, feu de route, feu de croisement. Il n'y a pas réellement de fausse note, si ce n'est le fait de devoir systématiquement réactiver le basculement automatique des feux de route aux feux de croisement.
Avant de se retrouver à l'extérieur pour parler du prix de cette Kia EV6 restylée et améliorée, avant de conclure cet essai également, eh bien je vous parle autonomie réelle et donc consommation. L'autonomie théorique, c'est jusqu'à 560 km en cycle mixte, norme WLTP, avec cette version grande autonomie 2 roues motrices équipée des jantes optionnelles de 20 pouces. Alors j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique cette semaine, et il a fait entre 5 et 15 degrés au thermomètre. Alors sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 700 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une consommation moyenne de 19,6 kWh au 100. Cette valeur qui reste raisonnable compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'autoroutes dans mes parcours et puis que les températures sont très peu élevées en cette période de l'année, eh bien cette valeur elle va me permettre dans mes conditions météo et de parcours de cette semaine de rouler un peu plus de 400 km réels tout de même sur une seule charge, ce qui en combinaison avec la capacité de recharge rapide qui est apportée par l'infrastructure 800 volts et le planificateur d'itinéraire dynamique, eh bien tout ça mis ensemble, ça va me permettre d'envisager très sereinement d'effectuer des très longs voyages. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette Kia EV6 restylée et améliorée en Belgique. Pas malheureusement en France et en Suisse, puisqu'au moment de boucler cet essai, eh bien, les configurateurs en ligne en France et en Suisse n'avaient pas encore été mis à jour. En Belgique, donc, les prix démarrent à 49 990 €. Ce sera la version d'entrée de gamme à 2 roues motrices avec la petite batterie dans la finition d'entrée de gamme, la finition business en Belgique. Vous la voulez avec l'autonomie étendue, eh bien c'est possible. Ce sera 3 600 € de plus. Business, autonomie étendue, prix total 53 590 €. La finition Business Plus, vous ne pouvez l'avoir qu'avec la version grande autonomie. C'est cette version dont j'ai pris le volant cette semaine. Elle vous coûtera 56 890 € hors option. Concernant la finition GT Line, ce sera 62 890 € en version grande autonomie et jusqu'à 66 390 € hors option pour la version à 4 roues motrices. Cette voiture d'essai est donc une grande autonomie en finition Business Plus, proposée à partir de 56 890 € en Belgique, on l'a dit. Elle est équipée ici des jantes optionnelles de 20 pouces, une option à 500 €, du pack Drive Assist à 1800 € qui comprend entre autres la caméra 360 et la conduite assistée qui combine régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation. Le bleu yacht de cette voiture d'essai est exclusif à la finition Business Plus et fait partie des 9 couleurs extérieures disponibles sur la EV6 restylée, dont 2 couleurs mat, le blanc et la couleur sans supplément. Notez que si les 800 € demandés pour les couleurs métallisées sont encore relativement raisonnables, pour les 2 couleurs mat, c'est une autre histoire puisqu'elles vous coûteront 1800 € tout de même. Surfez sur le site internet de Kia qui correspond à votre pays, configurez votre Kia EV6 restylée et améliorée idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Alors pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec tous les avantages qui en découlent, en termes de déductibilité, bien sûr, ça c'est propre aux entreprises, et puis également en termes de facilité de gestion au quotidien, puisque vous payez une mensualité qui est la même tous les mois du premier au dernier, et elle comprend tout, c'est-à-dire la mise à disposition de la voiture, mais également les taxes, les entretiens, le remplacement des pneus, etc., etc. Et ça, c'est vraiment un gros avantage en termes de facilité de gestion au quotidien si vous avez un parc, une flotte d'entreprises avec beaucoup de véhicules à gérer. C'est encore une raison supplémentaire et même si vous avez quelques véhicules à gérer, c'est toujours plus simple quand tout est compris. Cet avantage, il est valable également pour les particuliers. Il n'y a pas de surprise du coup dans le private lease puisque vous payez le même montant, la même mensualité du premier au dernier mois et vous n'avez à vous soucier de rien. Alors bien sûr, la mensualité sera plus élevée qu'un remboursement de crédit, mais au remboursement de crédit, vous devrez ajouter le remplacement des pneus, l'assurance, l'assistance éventuellement et puis les taxes, etc., etc. Là, tout est compris. Et donc du premier au dernier mois, c'est le même budget auto pendant toute la durée du contrat, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Vous désirez savoir à combien s'élèverait cette fameuse mensualité à payer pour une voiture en particulier, celle-ci ou n'importe quelle autre, eh bien contactez Arval via le site internet qui correspond à votre pays et vous aussi, eh bien demandez une offre, ça n'engage à rien.
Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, surfez sur le site internet de notre partenaire, c'est Autoscout24, partenaire de Charging Station. Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 100 000 voitures vous attendent actuellement, disponibles immédiatement. Alors des véhicules d'occasion bien sûr, des véhicules neufs aussi ou des véhicules récents. Et parmi ces véhicules, eh bien de plus en plus de voitures 100% électriques. C'est peut-être là la porte d'entrée pour vous vers la voiture électrique. Alors sur Autoscout24, vous pouvez également faire reprendre votre véhicule actuel. Vous rentrez simplement ses caractéristiques et vous recevez une offre en retour. Autoscout24, c'est également une application. L'application Autoscout24 vous permet d'avoir au creux de la main très facilement eh bien, les possibilités de recherche offertes par Autoscout24 et son site internet. Mais tout ça dans le creux de votre main ou dans votre poche. Ça aussi, c'est vraiment sympa. Et puis sur Autoscout24, il y a maintenant toute une partie qui a été dédiée à la mobilité électrique. Et vous avez notamment eh bien, un comparateur de temps de recharge et un comparateur d'autonomie. Et ça, c'est vraiment très utile si vous voulez vous rassurer, avoir une idée de quelle autonomie, de combien de temps il faudra recharger par rapport à votre nouvelle voiture, une voiture que vous convoitez. Eh bien, rendez-vous dans cette section également disponible sur le site internet d'Autoscout24. Autoscout24.be, ça c'est pour la Belgique. Autoscout24.fr, c'est pour la France. En conclusion, oui, cette Kia EV6 ainsi restylée et améliorée est bien prête à affronter ses rivales en 2025. Ainsi rafraîchie visuellement et technologiquement, elle gomme quelques défauts en proposant un volant capacitif, un intérieur plus valorisant et un système d'infodivertissement plus moderne, tout en étant plus confortable, en allant plus loin sur une seule charge et dans le même temps en rechargeant toujours aussi vite. Bref, oui, c'est une excellente voiture électrique qui a vraiment peu de défauts et qui restera sans doute la préférée des très gros rouleurs grâce à son architecture 800 volts et qui aujourd'hui affiche des lignes plus modernes que jamais, parfaitement en phase avec le reste de la gamme Kia. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine. Le premier trajet et le grand essai de son petit frère, ce sera le Kia EV3, une nouveauté 100% électrique très attendue. Ne manquez pas donc cet essai et n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner et d'activer la clochette des notifications si ce n'est pas déjà fait, histoire de recevoir une petite notification dès que ces vidéos seront disponibles et publiées sans attendre. D'autres essais tout aussi électrisants arrivent durant les prochaines semaines. Avant la fin de l'année, il y aura encore chez Cupra, le Cupra Tavascan, un SUV aux lignes pour le moins original, très Cupra dans l'âme et à l'intérieur également. On ira aussi chez Mini, alors le Mini S-Man, ça je pense que ça va être un de mes petits coups de cœur quand même. Pourquoi? Parce qu'il comble un vide entre la petite, la Mini Cooper qui pour certains sera trop petite, un peu inconfortable, et puis le grand SUV Countryman qui a très fort grandi, près de 20 cm sur la dernière génération, et donc il y a de l'espace entre les deux et de la place pour ce Mini S-Man qui risque bien d'être le meilleur des deux mondes. On verra ça dans les prochaines semaines sur Charging Station. On ira chez Peugeot également. Après le Peugeot i3008, ce sera le i5008 avec plus de volume à l'intérieur, plus de passagers à bord, une autonomie généreuse également. On verra ce que ça donne dans les prochaines semaines. Alors dans les cartons, il y a toujours la Renault 5, ça arrive, la Dacia Spring, ça arrive, la Citroën IC3, ça arrive également. Tout ça, ce sera certainement au tout début de l'année 2025 sur Charging Station. L'occasion de vous remercier encore de votre fidélité. Cette année 2024, elle n'est pas finie, mais elle a déjà été absolument incroyable, entre autres grâce à vous. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce, ça ne coûte rien, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça ne coûte rien là aussi. Et puis partagez les vidéos de Charging Station. Vous êtes plus de 300, 400 en moyenne chaque semaine à partager les vidéos de la chaîne et ça me fait évidemment bien plaisir. Ainsi qu'à toute l'équipe, on vous remercie de votre fidélité et à bientôt.